Bonjour, vous écoutez l'épisode 143 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes entreprenantes qui questionnent leur cadence exigeante et qui aspirent à déployer leurs projets sans se perdre de vue. Pour ça, je les accompagne à se poser pour revenir à leurs essentiels, à doser leurs efforts pour faire mieux plutôt que plus et à oser se créer une vie sur mesure à la fois plus légère et plus profonde. Si cette approche résonne et si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavourelucas.com pour une conversation en visio, offerte et sans engagement, durant laquelle nous allons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Avez-vous choisi le podcast? Ce sont 3 formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs un peu bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous partager la seconde partie de ma conversation avec Catherine Testa. Catherine Testa est une entrepreneure engagée, autrice et fondatrice de l'Optimisme, le premier média positif français, le premier site qui a fait le choix de mettre en avant les initiatives positives en France avec l'intention de rendre visible combien nous avons le pouvoir d'agir. Plus d'1 million de personnes suivent aujourd'hui l'Optimisme via les différents réseaux sociaux, ce qui est en soi, je trouve, un vrai booster d'optimisme. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de cette conversation, dans l'épisode 142 d'Avez-vous choisi, je vous invite à commencer par cela afin de profiter au mieux de cette seconde partie de notre échange. Catherine et moi avons enregistré la totalité de cette conversation en janvier 2022 et je suis heureuse de la diffuser alors que nous traversons une période à la fois troublée et troublante à plus d'un titre. Le moment me semble particulièrement opportun pour rappeler et se rappeler combien être optimiste est un choix courageux et fécond. Dans la première partie de la conversation, nous avons évoqué le parcours de Catherine et la genèse de l'optimisme et mis en lumière son intime conviction. Exacerber les problèmes ne résout rien, on ne mobilise pas les personnes si on ne les enthousiasme pas, si on ne les inspire pas, si on ne réveille pas leur envie d'agir et si on ne leur rappelle pas que faire le choix de l'optimisme est puissant. Avec l'optimisme.com et l'optimisme.pro, Catherine et son équipe ont à cœur de sublimer le beau dans notre société pour encourager la mise en mouvement et la contribution positive de chacun et de chacune. Au cours de cette seconde partie de notre conversation, Catherine et moi parlons entre autres du choix courageux de l'optimisme et de l'envie d'agir, du choix d'un bon endroit pour faire résonner sa propre note, d'accomplissement de soi et d'amélioration continue, d'enthousiasme, d'authenticité et d'impact positif, du pouvoir de la rencontre et de notre capacité d'émerveillement, ou encore du pouvoir de nos choix et de la puissance de l'entourage. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Toute personne qui s'est lancée ne connaissait même pas les portes, donc on ne peut même pas avoir les clés parce qu'on ne connaît même pas les portes. Et vraiment, j'aimerais aussi témoigner, j'aurais jamais cru, en fait, en arriver là aujourd'hui. Et je pense que c'est précisément parce que je ne m'étais pas projetée, en fait, j'avais juste projeté une intention, en fait, de créer un projet autour de l'optimisme. Heureusement que je ne m'étais pas fait un business plan super arrêté parce que jamais j'aurais été aussi loin. En fait, c'est le fait de savoir que je plongeais dans l'inconnu qui m'a mené bien plus loin que ce que mon esprit aurait été capable lui-même d'imaginer. J'aurais jamais imaginé écrire des livres, peu importe en fait. Mais j'aurais jamais osé même l'imaginer. Donc c'est en ça que cette notion d'ouverture, elle est hyper importante et que je crois qu'il faut beaucoup témoigner de tous ceux qui ont marqué un changement. Vous en faites pas, on est tous pareils en fait au démarrage et c'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'oublier et souvent quand on voit des gens entre guillemets successful, on oublie toutes les années avant qui ont été de profonds doutes. Enfin, on est tous accompagnés, je veux dire, on a tous des mentors, des machins. Enfin, c'est complètement normal, mais ça, on ne voit que la réussite, on ne
vois que ça a marché. Ben non, mais attendez, à l'intérieur, ça a bouillonné en fait. Oui, mais ce que j'entends là et qui me paraît essentiel, effectivement, c'est l'importance de choisir un cap, c'est-à-dire effectivement de prendre une direction et de poser une intention. On peut parler d'intention, de cap. Mais ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas été crispé sur un résultat spécifique attendu, mais beaucoup plus concentré et joyeusement concentré sur le chemin, la manière de mettre un pied devant l'autre, l'action qui est au cœur de votre… C'est de l'optimisme agissant, comme je disais, c'est-à-dire c'est vraiment finalement comment est-ce que dans mon ouverture et en avançant avec curiosité, en me disant qu'est-ce que je peux faire là aujourd'hui avec les contraintes et les ressources qui sont les miennes aujourd'hui, et puis en me disant que de toute façon, si j'avance, il y a des nouvelles informations qui vont arriver à droite, à gauche, en face, etc. Des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, comme vous disiez. Et donc, tout ça, ça va me permettre de construire l'étape suivante en veillant à garder mon cap s'il est toujours juste, mais en lâchant complètement le résultat finalement. Et c'est comme ça que vous êtes même, ça va au-delà de ce que vous aviez pu commencer à imaginer, quoi. D'où la notion d'alignement. C'est-à-dire que quand on fait au quotidien quelque chose qui nous met en joie, on passe beaucoup moins de temps probablement à modeler vous voyez, comment ça s'appelle, des perspectives, des prospectives, etc., parce qu'on est déjà heureux de le faire. Et c'est pour ça, de trouver sa mission, c'est hyper intéressant et d'être très à l'aise si ça change au fil des ans. Et surtout, moi, pendant des années, j'ai dit aux gens, mais je ne comprends pas, il n'y a rien qui me passionne. En fait. Parce qu'en fait, dès que quelque chose me passionne, vous savez, je passe d'un sujet à l'autre parce que quand on s'intéresse au développement durable, derrière, on va s'intéresser à l'éducation, derrière, on va s'intéresser au biais cognitif, derrière, vous voyez. Et en fait, les sujets, moi, me passionnaient les uns après les autres et je me disais, moi, je suis vachement triste, il n'y a rien qui me passionne en fait. Mais ce qui me passionne, c'est mon goût de la curiosité et voilà, et tout va bien. Et c'est pour ça que, vous voyez, être en harmonie, finalement, sonner juste avec ce qu'on fait, c'est hyper important parce que c'est ça qui permet aussi, quand on fait un choix de continuer en fait au fil des ans. Et souvent, moi, on me demande comment tu as fait? Comment tu as fait pour positionner un média? Comment tu as fait pour rencontrer un tel? La réalité, c'est que je n'en ai foutument aucune idée, en fait. C'est-à-dire que je ne peux même pas donner de méthodo. C'est juste que j'étais tellement à fond dans mon truc et dans mon projet que ça a attiré naturellement des gens qui ont compris ce que j'étais en train de faire. Et du coup, ça m'a permis d'aller bien plus loin, en fait, et de rencontrer des patrons d'entreprise, des artistes, peu importe, juste parce qu'on raisonnait de la même façon. Vous voyez, on était en harmonie on était deux notes qui comment ça s'appelle, qui résonnaient ensemble. Et ce qui permet, en fait, d'aller beaucoup plus vite, en fait, que d'essayer de matricer. Alors, il va me falloir X patron. C'est pas du tout ça l'enjeu, en fait, vous voyez. Et c'est pour ça, pareil, quand on est coach, quand on est… en fait, on est qui on est, on va attirer certaines personnes et il y en a d'autres à qui on ne va pas correspondre. Et c'est aussi ça. Enfin, moi, regardez, là, je parle vachement vite. Je sais très bien que je vais correspondre à un certain type de personnalité et que d'autres se diront, c'est pas du tout ma came. Et soyons parfaitement OK avec ça. Et c'est très bien parce que quelqu'un qui parlera plus lentement, plus qui donnera des chiffres, etc., ça correspondra à un autre type de personne. Et tout va bien, en fait. Et je pense que c'est ça aussi, que garder son authenticité, en fait, faire le choix de l'authenticité, enfin voilà, on en revient toujours à la notion du choix, c'est fondamental, en fait, dans un parcours. Oui, ce que vous dites là, en fait, et ça renvoie presque à cette soirée sur ce rooftop new-yorkais, c'est… il y a les autres, il y a le regard qu'on pose sur eux, le regard qu'on imagine qu'ils posent sur nous. Et pendant tout ce temps-là, on n'est pas en train finalement de se dire, mais en fait, je suis qui? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et finalement, le déclic que vous avez eu sur ce toit new-yorkais, c'est de vous dire, en fait, et si j'arrêtais de regarder tout ce qui se passe autour de moi et que je prenais ma place de manière singulière et peut-être même que demain, j'arriverai sur ce rooftop avec mes Converse parce que finalement, ces bottes à Louboutin, elles sont très jolies, mais je me sens pas si bien dedans que ça. Alors déjà, c'est une horreur. Mais en fait, je pense que je rentrais pas. Si on n'avait pas les talons, on avait le videur qui nous laissait pas entrer. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais au-delà de ça, c'est surtout que quand on n'est pas soi, quand on est décalé de soi-même, on n'attire pas les
les personnes qui nous correspondent. On attire les personnes en fonction de nos masques, en fait. Mais c'est la même chose, hein. Dans mon ancien métier, je faisais du business dev, entre guillemets. On me proposait des postes dans des grands groupes pour faire du business dev à l'international. Mais à la base, moi, je faisais du développement durable. En fait, je faisais grandir une entreprise sur le sujet, mais c'était ma cause, c'était le développement durable. Et c'est toujours la même chose, en fait. C'est plus on est soi-même, plus on attire à nous les bonnes personnes qui nous font grandir dans notre propre nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que on sera de toute façon plus ou moins tout le temps entouré. Hein. Enfin, outre les périodes justement où on a besoin de grande solitude, les gens, voilà, je vis régulièrement des périodes de grande solitude et ça, c'est un grand paradoxe pour beaucoup de gens. Tout le monde me dit, t'as plein de messages, mais la réalité, c'est que régulièrement, je me reviens à moi en me disant, OK, est-ce que ce que je parais à l'extérieur est ce que je suis à l'intérieur? Hier, vous voyez, je crois que le plus beau message qu'on peut me faire, j'ai une copine de lycée, enfin une grande copine de lycée que je ne vois pas très souvent, qui m'a dit, c'est incroyable, quand je te lis sur LinkedIn, j'ai l'impression que je t'entends parler, en fait. C'est une copine de lycée, donc ça veut dire que c'est bon, je suis bien moi, en fait, dans ce que je raconte. Mais pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à parler d'optimisme, j'osais même pas le dire, en fait. Je me disais que tout le monde allait penser que j'avais déboulonné, que j'avais pété un plomb, que je me faisais une crise de la trentaine. Hormis 3 copains qui ont compris pourquoi, pour moi, c'était fondamental, personne ne comprenait. Et j'osais à peine le dire en me disant, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et là, récemment aussi, j'ai un autre copain de mon ancien job qui m'a envoyé un message en me disant, il y a 5 ans, je ne comprenais pas. Il me dit, j'aurais pas mis 1 centime dans ton projet. Je ne comprenais pas. Je trouvais ça un peu limite léger, débile, quoi. Et il m'a dit, maintenant, je comprends ce que tu fais. Pareil, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux. Et je passe ce message pour tous ceux qui ont envie de faire des choix de vie différents, que l'entourage ne comprend pas. En fait, il faut toujours penser dans le temps long. En fait, dans le temps long, les gens vont peut-être comprendre ce que vous avez fait, mais ne soyez pas impatients. N'essayez même pas d'expliquer parce que, voilà, incarnez ce que vous êtes parce que c'est la seule chose qui fait que vos choix deviennent non opposables. Ça me fait penser à l'histoire du vilain petit canard, en fait. C'est-à-dire, c'est cette peur qu'on a quand on fait partie d'un groupe et être différent et du coup qu'on nous renvoie qu'on est un peu à côté de la plaque ou qu'on est un peu niais dans le sujet qu'on veut proposer ou la manière un peu novatrice ou inhabituelle pour l'entourage qui est le nôtre habituellement qu'on propose. Ça, c'est quand même une peur fondamentale qui est que on a un besoin de se sentir appartenir. Donc, l'enjeu, c'est comment est-ce que j'arrive à être moi-même tout en sentant que je peux continuer d'appartenir à un groupe. Donc, dans ce que vous dites là, je crois que ce qui est important, c'est effectivement d'avoir cette audace de se dire, en fait, il y a quelque chose qui est là en moi, qui sonne juste. J'ai envie de lui donner sa chance quelque part. J'ai envie d'y aller. Alors, à mon rythme, et ça, je crois que c'est pour reprendre la métaphore musicale, à mon tempo, à ma propre cadence. Mais c'est important que je ne l'étouffe pas parce que si je l'étouffe, c'est moi qui vais étouffer. Et en même temps, j'ai besoin de me construire un environnement qui va être un environnement porteur, énergisant, qui va être vraiment… alors, on parle beaucoup de bienveillance, d'empathie. En tout cas, un entourage qui, s'il ne comprend pas forcément le fond du fond, va être dans une posture et dans un regard qui, lui, va être porteur et va être encourageant et donc optimiste dans le sens premier du terme, d'être porteur d'espoir et donc de permettre un chemin d'avancer, quoi. Et peut-être aussi accepter que des nouvelles personnes rentrent dans votre vie. Moi, je sais que rapidement, je pense que 6 mois après le début du projet, j'avais mis un message dans le groupe Facebook sur mon idée, dans un groupe quelconque. Et j'ai quelqu'un, j'ai un mec qui m'a contacté en me disant « Ah, j'adore l'idée, rencontrons-nous ». Là, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. » C'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Mais ça a été la première personne qui avait… un inconnu lambda. Et puis, je m'étais dit, il faut que je rencontre un peu des gens qui comprennent, parce que moi, en plus, je revenais, ça faisait des années que j'étais plus en France. Donc, voilà, j'avais plus de réseau et personne qui était dans ma veine. Et tout d'un coup, j'ai des gens qui étaient complètement extérieurs à ma vie d'avant, qui sont devenus des soutiens, mais fondamentaux. Parce que c'était des personnes qui avaient déjà entrepris, parce que quand on est entrepreneur, par exemple, on sait ce que ça coûte d'être entrepreneur. C'est-à-dire que à peu de choses près, aucun entrepreneur ne va en juger un autre. Aucune personne qui est devenue artiste jugera la personne qui essaie, parce qu'on sait
qu'il y a du facteur chance, on sait la besogne de travail, on sait qu'on peut ne pas avoir envie de poursuivre dans cette voie en se disant non mais attends, ok, j'avais envie de le faire, je le fais, au bout de 2 ans, je me rends compte que c'est pas pour moi, revenir en arrière, vous voyez, et quand on l'a fait, on ne jugera jamais l'autre en fait. Ceux qui vont juger, c'est toujours ceux qui n'ont généralement pas fait et pas vécu en fait l'expérience. Et c'est pour ça aussi d'accepter peut-être à un instant T que notre environnement soit renouvelé, alors que ce soit en allant à des comment ça s'appelle, à des soirées d'entrepreneurs. Voilà, peu importe d'artistes, si on a envie de devenir artiste, mais voilà, d'être ouvert aussi à la nouveauté, parce que moi, je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup perturbée en me disant, je comprends pas, en fait, genre, mes amis, enfin, je change d'amis, est-ce que je suis pas sympa? Mais en fait, non, c'est il y a des phases de vie, en fait. Après, ça, on passe un peu moins de temps peut-être avec, mais vous voyez voilà, l'importance en fait d'avoir du soutien de gens qui comprennent aussi ce qu'on fait. Enfin voilà, d'être coaché, c'est super important aussi. Vous voyez tout ça qui va qui permet en fait de tenir parce que le doute est quand même omniprésent. Et puis quand on change, on n'est pas très à l'aise soi-même et en plus, il faut rassurer tout l'entourage. Enfin, voilà, que ce soit les parents, le conjoint, les enfants, quand on en a. Vous voyez, on est en permanence, les potes, les machins, on est en permanence en train de rassurer tout le monde, alors que déjà, soi-même, on n'est pas très sécure sur ce qu'on fait, en fait. Et en même temps, ce que j'entends dans tout ce que vous dites là, c'est qu'on accepte l'incertitude. Enfin, la période qu'on vit a un mérite, c'est de nous rappeler qu'on ne contrôle rien et qu'on est dans une incertitude permanente. Ça nous a juste mis tout ça de manière très visible. Et de se dire que, effectivement, pour pouvoir tracer son chemin, ça prend du temps. Souvent, parfois c'est fulgurant, mais c'est quand même assez rare, qu'en plus on est nous-mêmes un être changeant et donc ce qui avait du sens pour nous il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, n'en a peut-être plus ou moins aujourd'hui et que c'est ok de régulièrement réorganiser, réagencer, réévaluer un petit peu les choses pour s'assurer, et je crois qu'on en revient à un point qu'on a en commun qui est de se dire de l'importance d'être dans la singularité, dans l'authenticité de notre chemin. C'est du travail et en même temps, c'est chouette, quoi. Et que c'est parce qu'on avance qu'on a la possibilité de se créer ou de se récréer, de créer autour de nous et de trouver les personnes, les environnements, les circonstances qui nous aident à être nous et qui nous aident à être utiles, à contribuer à notre échelle et à notre manière, quoi. Complètement. Et vous voyez, moi, tout le monde a l'impression que je réfléchis jamais. Vous savez, que je suis lancée dans une sorte de réussite que je réfléchis jamais. Mais la réalité, c'est que régulièrement, je me questionne en me demandant, parce que quand on parle d'optimisme, je me dis toujours, est-ce que du coup, je fais passer la pilule à des gens pour, vous voyez, pour ne pas comment ça s'appelle, se rebeller sur certains sujets. En fait, vous voyez, il y a des questionnements qui sont constants et même, c'est pas évident. J'ai une amie, alors, pour ceux qui écoutent le podcast, je sais que les podcasts, ça reste dans le temps, mais aujourd'hui, on est le 4 janvier. Donc, de fait, on est en début d'année. J'ai une amie, elle me disait, chaque année, elle se choisit un mot. C'est-à-dire, elle ne prend pas une résolution, mais elle se choisit un mot. Et donc, par exemple, une année, elle s'était fixé le mot routine parce qu'elle trouvait qu'elle avait, voilà, elle est freelance, donc elle trouvait qu'elle n'avait pas assez de routine, qui ne lui donnait pas de point d'équilibre. Et donc, moi, cette année, je me suis choisi un mot. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous permet de piloter toutes nos décisions en se disant, tiens, mon mot de l'année, c'était ça. En fait, plutôt qu'une résolution à la con, machin. Et donc, cette année, j'ai choisi le mot assertivité. Donc, assertivité, c'est le fait de savoir dire non sans remettre en cause la personne en face, etc., etc., qui, pour moi, le fait de savoir dire non, on parle de choix tout à l'heure, c'est encore un énorme problème. C'est-à-dire que j'ai beau connaître tous les mécanismes, le biais cognitif, l'analyse transactionnelle, ça me paraît encore hyper compliqué. Donc, vous voyez, on est toujours challengé, peu importe notre étape de vie. Et donc, il faut être très à l'aise si on commence un chemin de réflexion, d'accomplissement. 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, on sera toujours en train de se reposer des questions métaphysiques et de ne pas réussir à avancer sur certains sujets. Voilà. Mais c'est OK parce que c'est une amélioration continue. C'est ça. Et moi, j'aime bien nommer trois termes dans ces cas-là, c'est de dire, première étape, c'est clarification. Donc, effectivement, le mot de l'année, moi, je fais la même chose. Je me choisis toujours un mot pour me donner un cap, en fait, sur l'année. Ouais. Ensuite, c'est inspiration.
C'est-à-dire comment est-ce que j'ouvre, justement, je me mets en position d'ouverture et j'observe autour de moi, je me nourris, je m'alimente. Et puis, troisième étape, c'est l'action. Et en fait, c'est cyclique en fait. C'est-à-dire que c'est parce que je vais clarifier que je vais réussir à m'inspirer parce que je sais où est-ce que je cherche mon inspiration et sur quoi. Et puis, c'est parce que je m'inspire, que j'ai clarifié aussi mon axe et mon cap, que je vais avoir une action beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace. Et donc, je crois que ça résume assez bien la démarche d'optimisme qui est de se dire, je vais de l'avant, j'agis, en fait, je me mets en mouvement et j'observe ce qui a du sens pour moi, comment est-ce que je peux le mettre en œuvre dans mon quotidien, dans le contexte actuel, c'est-à-dire en n'étant pas dans un optimisme naïf, mais plutôt en ce que Viktor Frankl appelait de l'optimisme tragique, c'est-à-dire il peut y avoir des circonstances tragiques, mais malgré tout, je trouve un axe pour garder l'espoir vivant et donc garder un axe, un but, une action pour avancer et garder l'envie comme disait notre fameux Johnny, l'envie d'avoir envie, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que vous voyez, se fixer des mots, je trouve ça hyper efficace. En fait, ça nous permet de prendre des décisions, mais c'est un peu le parallèle des valeurs avec le monde de l'entreprise où ça a été fait juste pour faire bien, souvent, machin. Mais non, la réalité, c'est que ça peut être hyper opportun. Et vous avez évoqué quelque chose d'hyper intéressant qui a été pour moi un apprentissage il y a 2 ans. Je crois que j'ai découvert ça. C'est la notion de cyclique, en fait. Une nana. Alors, désolé, messieurs, hein, mais bon, vous l'êtes aussi un peu, hein, mais les nanas sont cycliques, en fait, et j'ai bien compris qu'il y avait des moments où j'étais en zone de créativité, d'autres où j'étais en zone d'introspection, d'autres où j'étais en zone de création, et en fait, c'est très modulé, en fait, avec nos menstruations, etc., etc. C'est un sujet qui est complètement tabou parce qu'on vit dans un monde linéaire, on vit dans un monde de l'entreprise qui est linéaire, et c'est très marrant parce que souvent, quand on est entrepreneur, on vient vous dire alors, il faut que tu t'arrêtes à telles heures, etc., etc. Il faut que tu fasses des week-ends. Sauf que moi, je ne fais pas ça, en fait. Effectivement. Et je suis peut-être la seule, mais je m'optimise. C'est-à-dire que de temps en temps, un week-end, et surtout quand on écrit, je veux dire, l'écriture, la créa, c'est vraiment un truc qui ne vient pas au quotidien. Hein. Il y a des jours où c'est en pleine expansion et d'autres où vous n'avez rien à dire. De toute façon, vous n'avez même pas envie d'écrire. Et du coup, je vais optimiser, je vais bien connaître mon corps. Je vais me rendre compte que certains jours, je vais être hyper productive et je vais y aller, en fait. Mais après, je veux dire, si un mardi, mercredi, jeudi, j'ai zéro jus, je vais m'autoriser. Et ça, c'est quelque chose de très curieux parce que on vit dans un monde linéaire, on ne nous a pas appris, ce que c'était le cycle des nanas, faut le dire, mais cette sorte d'optimisation de soi-même, je la trouve hyper intéressante, mais pareil, hein, ça revient avec un gros travail introspectif en disant, mais tiens, c'est vrai, je pense qu'on l'a toutes remarqué, on a toujours des jours où on est plus ou moins... ou alors on parle souvent du syndrome prémenstruel, mais ça va bien au-delà de ça. Hein. C'est la créativité, l'introversion et finalement les 3 étapes que vous avez évoquées. Je crois que le cycle, alors il y a des trucs un peu perchés sur le sujet, mais je crois que il y a 4 étapes, mais les 3 en font partie justement. Oui, tout à fait. Alors c'est marrant parce que j'ai eu une conversation dans le cadre d'Avez-vous choisi avec Gaëlle Baldassari. Je ne sais pas si c'est à elle. Alors moi je pensais à une autrice américaine. Ah d'accord. Donc Gaëlle Baldassari de Kiffe ton cycle, justement, qui a créé. Qui est partie de son histoire et qui parle de ça. Et on a eu une conversation, effectivement. Moi, je disais que les femmes, bien évidemment, sont de manière évidente cycliques, mais je crois que c'est important qu'on rappelle que l'être humain est cyclique parce qu'on fait partie de la nature, justement, qui elle-même est cyclique. Et peut-être qu'il serait intéressant qu'on arrête d'être surpris, d'avoir des moments où on n'est pas à fond et où on voudrait accélérer tout le temps sans récupérer jamais et qu'on est surpris d'avoir un corps qui nous dit stop régulièrement et qu'on n'écoute pas toujours. Donc, effectivement, la cyclicité, c'est quelque chose que moi, je trouve essentiel de rappeler et de réappliquer de manière urgente à nos quotidiens. Et là, encore une fois, en décloisonnant, c'est-à-dire, c'est pas juste dans la sphère personnelle, mais c'est aussi dans la sphère professionnelle. Je crois qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière peut-être aujourd'hui un peu plus facile parce que si nous avons la main sur notre organisation de travail. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que quand moi, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, justement, ou de dirigeants de petites structures, et je suis toujours surprise de voir, pour ceux qui ont été salariés avant,
combien ils viennent réappliquer dans le fonctionnement de leur propre entreprise les codes de l'entreprise, des grands groupes ou des PME ou des organisations publiques ou privées auxquelles ils ont appartenu. Et donc, on oublie souvent qu'on a aussi le choix, surtout quand on crée sa propre structure, de réorganiser, comme vous l'avez très bien décrit. Eh ben, il y a des moments où, si on se connaît un peu mieux et qu'on est un peu plus attentif ou attentive à notre fonctionnement, il y a des moments où on est à fond, des moments où on n'a juste pas envie. Eh ben, on peut aller buller sur le canapé, aller faire un tour, aller voir une expo ou un film. Et là encore, tout cet enjeu de la question du regard extérieur, se dire, mais en fait, c'est OK. C'est-à-dire que je suis responsable de moi. Et si je considère que pour bien fonctionner et créer dans le sens que ça peut avoir pour moi de la manière la plus optimale possible, ça passe par ça, eh bien, j'assume. Et finalement, je crois que ce qu'on dit depuis le début, c'est d'avoir l'audace d'être optimiste, d'assumer qui on est, d'assumer comment on y arrive et comment on crée finalement. C'est exactement ça. Et aussi de ne pas s'auto-comparer. Parce que moi, je ne me compare pas du tout aux autres. Je n'ai pas du tout ce problème de comparaison. J'ai bien compris qu'on était tous différents. Mais j'ai tendance à me dire, oh là, j'étais beaucoup plus productif qu'aujourd'hui. Bah ouais, mais attends, c'est parce qu'avant-hier, tu étais surproductif qu'aujourd'hui, tu es comme ça et c'est OK, en fait. Et c'est d'être à l'aise. Je crois que le grand enjeu de la vie, c'est d'être à l'aise avec nos vulnérabilités, nos imperfections. J'aimerais bien avoir de la créativité tous les jours. J'écrirais mes bouquins beaucoup plus vite. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et je veux même pas m'imposer que ce soit le cas. À un moment donné, je vais aussi donner cet exemple et je pense que ça va faire stresser aussi. Il y a des comptables qui nous écoutent. Une année, vous savez, on vous demande de faire du bilan, en vous disant c'est quoi les enjeux de l'année. Et ce qui est normal, ça permet de piloter de la trésorerie. Puis c'était en 2020. Et je sais pas, il y a un truc que je ne sentais pas. Vous voyez, du coup, en 2019, et j'ai dit à mon comptable, mais à ce stade-là, je pense que te tirer les cartes comment ça s'appelle, ou te proposer des chiffres que je vais te mettre juste pour te contenter, ça sera la même chose, en fait. Et c'était marrant parce que finalement, c'était une sorte d'intuition sur peut-être ce qu'il allait se passer parce que toutes les prévisions qu'on avait fait en 2019, j'ai envie de vous dire, mars 2020, voilà, soyons très à l'aise avec ça. Si on n'aime pas anticiper, en fait, parce que tout le monde m'avait dit, mais tu peux pas être une entrepreneuse, c'est pas, je veux dire, puis moi je déteste tout ce qui est compta, c'est pas ma zone de talent, c'est pas ma zone de compétence, j'ai de la dyslexie avec les chiffres, donc terrible. Mais voilà, mon enjeu, c'était d'expliquer à tout, voilà, qu'on peut avoir des totales zones d'incompétence, en fait, et que ça passe, en fait. On ne peut pas, de toute façon, personne n'est parfait partout. C'est-à-dire que, moi, j'ai du talent sur de la communication, probablement, mais il y en a plein d'autres que je n'ai pas. Mais ça vient se compléter parce qu'on trouve quelqu'un qui veut bien nous filer un coup de main. Et voilà. Et personne, on peut faire toutes les formations du monde, parce que ça aussi, il y a ce grand sujet de la formation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se forment, qui veulent se former pour acquérir les compétences. Mais si vous voulez vraiment, je ne sais pas, vous mettre à votre compte demain, ça vous demande des formations en fiscalité, en machin. On va plus vite de prendre un comptable. Voilà. C'est ça, et puis il ne faut pas que ça devienne une excuse pour ne pas se lancer non plus, c'est-à-dire de sans cesse repousser le saut dans l'inconnu parce qu'on ne se sent pas prêt. Mais sommes-nous jamais prêts? On n'est jamais prêt. Sincèrement, je connais aucun entrepreneur qui me dise que quand il l'a fait, ça n'a pas été une grande zone de doute, en fait. Après, moi, pour aussi redonner cet exemple, parce que j'aime bien illustrer, quand j'ai commencé à monter ma boîte, donc j'étais entourée en pas mal d'entrepreneurs, donc c'est un peu à ce moment-là que j'ai découvert le milieu entrepreneurial. Je les trouvais tous incroyables. Ils arrivaient à faire des chiffres, ils avaient des tableurs, des machins. Ça m'angoissait en fait de les voir parce que je me disais, mais moi, j'ai pas du tout ça. Je sais même pas ce que c'est qu'un bilan. Je comprends pas ça. Et puis ça m'intéressait même pas. Mais je me disais, comment je vais faire en fait? Je ne connais pas tout ça. Et bien, sur la quantité d'entrepreneurs que je connaissais en 2015-2016, autant vous dire, il y en a peu. Et pourtant, ils avaient fait des levées de fonds, ils avaient des beaux tableurs, etc. Et j'en ai plein qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que nos illusions qu'on a des autres, en fait, ne sont pas forcément la réalité. Oui. Et dans ce que j'entends finalement, est-ce que je ne sais pas si vous allez valider ça, mais finalement, le choix d'être optimiste que vous avez fait, que vous encouragez celles pour qui ça paraît pertinent de le faire, c'est finalement de s'autoriser à faire de son mieux.
C'est ça que j'entends. C'est-à-dire, l'optimiste, il croit que forcément la suite est meilleure que le présent. Il y a en tout cas cet élan de se dire, j'ai envie de croire que, et c'est la notion d'espoir même, hein, que le meilleur reste à venir. Et en même temps, il y a cette notion d'autorisation, de se dire, quel que soit le projet, j'ai pas les codes, j'ai pas toutes les cartes en main, il y a beaucoup d'incertitudes. Ça fait partie de l'ADN de la vie finalement, et donc je m'autorise à me lancer et à faire de mon mieux, et on verra bien ce qui va se passer. Et je m'autorise en plus à pivoter. C'est-à-dire que tu n'as aucun entrepreneur, j'en parlais avec des gros entrepreneurs, alors je ne vais pas les citer parce qu'ils me disent, ils ont développé des business entiers, mais parmi les entrepreneurs les plus connus, juste sur un coup de fil de quelqu'un qui leur a dit ça. Et on a l'impression que c'est du génie ce qu'ils ont fait. Ils m'ont dit, c'est juste parce que c'est arrivé, moi je l'ai fait en fait. Donc il y a aussi cette notion de pilotage au jour J qui est assez intéressante. J'aimerais aussi évoquer quelque chose, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir eu d'échec dans mon entreprise, alors que je suis sûre que quelqu'un de l'extérieur, il aurait l'impression d'avoir eu plein d'échecs, en fait, probablement en se disant, ça, on n'a pas gardé parce qu'on s'est dit que ça nous prenait trop de temps et que ça ne nous amusait pas assez. Vous voyez, il y a plein de choses à l'intérieur d'un grand projet, il y a plein de petits projets et des trucs qu'on a jartés très entre guillemets, très aisément, parfois un peu à contre-cœur, en se disant, mais on aura plus d'impact à faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai vraiment la notion d'expérimentation et peut-être, parce que je pense que ça fait longtemps qu'on papote, et pour les auditeurs, merci d'être encore là, peut-être cette notion de, pour moi, j'ai toujours validé ou invalidé un scénario. C'est-à-dire que quand je me suis lancée, plutôt que de dire que j'allais créer un média positif, machin, je me suis dit que c'était peut-être un peu prétentieux de dire ça. J'ai transformé cette phrase en « je vais regarder si je suis capable de le faire ». Et je vais regarder si je suis capable de le faire, ça aller chercher est-ce que des gens vont le lire, est-ce que la société française est prête à ça, est-ce que moi, je suis capable de tenir le rôle d'entrepreneur, est-ce que je ne vais pas me lasser, est-ce que je préfère pas être salarié, vous voyez, et en fait, j'allais valider ou invalider un scénario. Mais dans tous les cas, il n'y avait pas d'échec parce qu'au bout de 2 ans, j'aurais pu dire à tout le monde « Ah non, mais c'est pas fait pour moi, tu vois. J'admire les entrepreneurs, mais c'est pas fait pour moi. » Et en fait, personne ne m'aurait jugé en se disant que c'est un échec, en fait. Elle aurait tenté de faire un truc, mais cette notion, vous voyez, ça enlève cette notion de jugement qu'on peut avoir par rapport à soi-même parce que voilà, c'est toujours compliqué d'apprendre à gérer l'échec et par rapport au regard de l'autre. Et ce que j'entends là, c'est effectivement le choix, dans ce choix d'avancer, c'est de se trouver finalement un cap qui soit suffisamment moteur pour qu'on ait envie d'avancer et qu'on ait cette curiosité d'aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer si je fais ça. Et en même temps, de ne pas choisir non plus quelque chose qui soit paralysant et qui nous empêche, qui nous fige sur place, où on se dit oh là là, mais comment je vais faire? J'ai pas les infos, j'ai pas les bonnes compétences, etc. Donc c'est à nouveau, on retrouve cette notion de prendre son temps, choisir son tempo et choisir finalement la partition qu'on a envie d'écrire à sa manière, quoi. Et pensez au temps long aussi. On est dans une société du temps court, vous voyez. Puis, vous n'avez pas quitté votre job depuis 2 semaines que déjà on vous demande ce que vous allez faire, en fait. C'est pour tous ceux qui quitteront leur job, je pense que ça évoque quelque chose à ceux qui l'ont quitté. Et puis on vous demande toujours où vous en êtes, si vous avez des clients, des trucs qu'on se permet pas. En plus, une sorte d'ingérence de la vie de l'autre. Il n'y a plus de barrière. Tout le monde vous demande si vous gagnez du pognon. C'est incroyable, c'est un truc qu'on ne demanderait pas à un salarié. Tu arrives à te payer, toi? Bref, et pensez au temps long. Moi, mon horizon, c'est 20 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait des couacs vous voyez qu'il y a un couac à horizon 2, 3 ans, qu'il y ait eu des couacs avant, c'est pas très grave, parce que vu que mon horizon temps, c'est 20 ans. Donc, en fait, le tout va bien et qu'on est vraiment dans cette société, vous voyez, de l'immédiateté, les business plans à 3 ans, 5 ans, complètement fantasques. Mais attends, moi, c'est à 20 ans que j'ai envie d'avoir un truc qui tienne. Hein. Donc, je peux te faire des trucs à 3-5 ans, mais le 3-5 ans, ça ne m'intéresse pas forcément parce que je sais très bien que pour positionner, pour avoir une révolution peut-être culturelle sur une thématique telle que l'optimisme, pour que voilà, qu'il y ait des changements à l'intérieur des gens, dans la société, dans les entreprises, pour parler de QVT, donc de qualité de vie au travail dans les entreprises, c'est horizon 20 ans. Enfin, je m'en fous d'être rentable vous voyez. Et je pense que ça, c'est cette notion de long terme, en fait, peut être super, super intéressante. Par contre, ça demande d'être très, 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 très à l'aise avec l'incertitude du quotidien. Hein. Ça demande, ça demande d'être très à l'aise avec la notion de budget. Et c'est du travail sur soi, en fait. Hein. Et puis, on ne naît pas avec les mêmes angoisses, parce que tout à l'heure, vous parliez il y a ce qui est aussi hérité probablement des générations d'avant. Hein. On est la somme des générations passées. Donc, on peut avoir des grandes angoisses matérielles, des grandes angoisses amoureuses.
comprend pas trop pourquoi, mais, mais on les a. Donc, mais mon enjeu, c'est vraiment d'expliquer qu'on est tous différents et qu'il n'y a pas il y a pas une forme d'entrepreneuriat. Et qu'il n'y a pas une forme unique aussi de réussite, que ça peut être un salarié extrêmement épanoui toute sa vie et trouver que c'est formidable. Donc, voilà. Ah, mais moi, dans mon ancienne boîte, je trouvais ça incroyable, en fait. Et même aujourd'hui, j'ai l'optimisme, mais c'est pas dit qu'à un moment donné, je me dise pas que quelqu'un le pilotera mieux que moi et que je rentre dans une société, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de… Le parcours n'est pas… j'ai pas vocation à rester entrepreneur. J'ai vocation à avoir ma note qui sonne juste dans la partition. Pour le moment, ça sonne juste. Mais c'est pas dit que dans 5 ans, je me dise pas qu'il faut mieux aller révolutionner une grande entreprise du CAC 40, par exemple. Hein. C'est pas… Voilà, il y a rien qui est figé dans le marbre, en fait. C'est ça. Restons flexibles et soyons en même temps très attentifs à est-ce que ça sonne juste encore pour moi et comment est-ce que ça peut sonner encore plus juste pour la suite. Alors justement, pour terminer par rapport à cet horizon 20 ans que vous avez en tête, par rapport au projet L'Optimisme, quel est le prochain choix qui est en train de mijoter peut-être ou que vous avez en tête pour vous assurer que vous posez la prochaine pierre en direction de cet objectif des 20 ans justement que vous avez en tête? Je dirais, c'est d'assumer de faire des projets de plus grande ampleur. C'est-à-dire que quand on a une entreprise, on a la vision de son entreprise, on a la vision de l'intérieur qui est très, très différente de la vision que les gens peuvent avoir de l'extérieur. Nous, à l'intérieur, on reste une petite équipe, beaucoup d'audience, mais petite équipe. Petite équipe qui va bien. Moi, dans mon horizon, il y a une de mes salariées qui, il y a 3 ans, m'a demandé comment je voyais l'année d'après, en fait. Et je lui avais dit, je ne sais pas, mais je veux que ce soit dans la joie, en fait. Voilà, mon intention, c'est que ça reste joyeux, en fait. Vous voyez, qu'on ne se crame pas, en fait, au profit d'une sorte de il faut faire de la croissance. Enfin, vous savez, on m'arroge toujours pourquoi tu ne recrutes pas des gens, vous êtes sous l'eau, tu devrais recruter. Ouais, mais si je recrute derrière, il faut que j'aille chercher beaucoup plus de financement, ça m'enlève une forme de liberté. Donc, je fais partie des entreprises qui ne prônent pas la croissance. Déjà c'est bizarre hein, du regard de l'extérieur. Donc, à horizon 20 ans, ça serait plutôt mener des projets en partenariat avec des acteurs. Là, je trouve ça incroyable, hein. On a sur toute votre région, d'ailleurs à Angers, vous devez en avoir en ce moment, des panneaux où on a marqué si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu es formidable. Partenariat mené, il y a des panneaux partout voilà, dans votre région, que ce soit à Nantes, Angers, enfin dans plein de villes. Je me dis, ça me paraît incroyable parce que ce n'est pas du tout un projet que j'aurais pu imaginer à petite échelle de l'optimisme toute seule parce qu'on n'a pas, on n'a pas de temps à dédier. Mais vous voyez, c'est le multi-acteur qui arrive en fait. Donc, il y a la JCE, il y a machin. Vous avez plein d'acteurs qui se mettent en coordination pour, boum, aller essaimer un message. Ça rapporte rien, ça coûte pas grand-chose et je me dis que l'impact sur les citoyens, sur les riverains, sur les habitants des villes, ça peut tomber au bon moment pour la bonne personne en fait. Et donc, vous voyez, ça, pour moi, ça va être ça, mon envie, c'est de faire des projets un peu plus à impact en fait, citoyen qui fassent rayonner de l'optimisme dans les villes et dans les territoires. Alors, ça peut prendre différentes formes, mais je pense que c'est ça qui me permettra à horizon de 20 ans d'expliquer que l'optimisme, ça a sa juste valeur au même titre que le pessimisme. Eh bien, en tout cas, moi, je souhaite que toute la valeur et la richesse que vous apportez avec l'optimisme déploie ses ailes au plus près de chacun sur le territoire français et au-delà. Hein, c'est ce qu'on peut souhaiter. Et puis, je vous remercie beaucoup pour vos partages avec beaucoup d'authenticité et d'engagement. Et je suis impatiente de découvrir la suite de vos aventures, Catherine. Merci, Ariane. Merci à toutes et à tous. Alors, que vous a inspiré la dernière partie de cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation et comment allez-vous la laisser infuser ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours ou dans les prochaines heures peut-être pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Un grand merci à Catherine pour sa confiance, son enthousiasme et sa façon si inspirante d'incarner l'optimisme, la curiosité et l'ouverture dans une période où le risque de repli et de désespérance est réel.
Pour en savoir plus sur Catherine et son actualité, je vous invite à consulter son site catherinetesta.com ainsi que les sites l'optimisme.com et l'optimisme.pro, bien évidemment. Vous retrouverez également les publications inspirantes de l'optimisme sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lire les 3 livres de Catherine publiés à ce jour, Oser l'optimisme, Oser être soi même au travail et le dernier en date, Synchronicité, tous les 3 publiés aux éditions Michel Lafon. N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation a peut-être fait émerger. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous et en vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou sur mon site. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes de votre entourage qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, voilà le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriansavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, vous recevrez une information dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?